Bon, vu le temps disponible, je pense qu'on peut prendre deux ou trois questions formulées par vous. Hein, et donc, et après, Caio et Gilles et Bassin peuvent conclure. Hein. OK? Compte Voilà. tenu de l'arrêt, j'ai respecté mon temps. Quem que é? João Paulo? Je vais donner l'exemple, je vais me présenter. J'ai proposé à Paolo tout à l'heure que, c'est parce que je trouve que ça manquait un peu ce matin, lorsque les gens prennent la parole, on ne se connaît pas tous, au moins dire qui on est très rapidement. Bon, Jean-Paul Billaud, je suis sociologue et directeur du LADIS. Moi, ma question, alors je ne voudrais pas que les questions posées par Jacques passent à la trappe, parce qu'elles me semblent intéressantes, mais je vais déplacer un peu, donc vous verrez, vous en ferez ce que vous voulez. On a dit ce matin que, à juste titre, à mon avis, que c'était intéressant, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, de rapprocher des cas de figure à la fois, comment profiter, si je puis dire, de ce rapprochement qu'on fait entre le cas brésilien et le cas français pour aller un peu plus loin sur nos problématiques habituelles ou les questions qu'on se pose. Moi, le rapprochement que j'avais plutôt vu personnellement dans ce que j'ai entendu, c'est cette notion qui a été avancée par Caio, de dualité de la politique agricole au Brésil. C'est-à-dire que moi, je trouve que là, comme je ne suis pas politiste, hein, mais comme du point de vue français, l'organisation, la structuration politique agricole de la politique agricole au Brésil est un cas de figure qui ne peut que nous interpeller. Pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas du tout le même dispositif. Hein, d'accord, on est dans le cadre européen. On n'a pas le même dispositif. On l'a bien vu avec la présentation de Gilles sur certains résultats, certaines diapos. Lorsque, par exemple, il nous a présenté dans la même revenu, et puis je ne sais plus quoi, mais enfin où on avait l'ensemble de l'agriculture française qui était rapporté à une lecture par rapport, qu'on soit céréalier, qu'on soit bovin, etc. C'est-à-dire qu'on avait une vision d'ensemble du secteur ramenée à une discussion du point de vue de l'exploitation, du point de vue des revenus, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que la dualité, moi, j'étais une fois où je suis allé au Brésil, je me suis retrouvé à Brasilia dans un colloque, j'étais avec Magda d'ailleurs. Je me souviens très bien, à l'entrée du colloque, on avait des flyers qui étaient proposés par le MDA d'un côté et le ministère, je ne sais plus, le ministère de l'Agriculture, l'autre, enfin le ministère de l'Agrobusiness, quoi, si je puis dire. Et on avait d'un côté sur la même table, hein, qui cohabitaient. On mettait en valeur l'alternative, tout ce qui est proposé là d'ailleurs, services environnementaux, tout ce qu'on veut et territoriaux, contre les OGM, et on avait dans le même flyer, à côté, la même chose, mais qui était cette fois-ci pro-OGM, innovation, technologie, etc. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que le dispositif agricole brésilien, il est complètement schizophrène. Bon, il est dans la schizophrénie absolue. En ce qui concerne, on le voit bien à travers ce qu'a proposé Gilles, le dispositif agricole français, je ne sais pas s'il est hypocrite, mais en tout cas, il est dans le cynisme absolu. Je veux dire, quand on regarde, c'est pas plafonné, ce que ça produit, les résultats que ça donne, etc. etc. Donc on a deux modèles, et moi, je trouve que il y aurait sans doute c'est pas des réponses que j'attends à la main, je pense qu'il y aurait des travaux à faire du point de vue des politistes agricoles sur que produisent ces deux grands dispositifs à l'échelle nationale, si je puis dire. L'un qui, d'une certaine façon, institutionnalise la dualité et l'autre qui la met sous le tapis, enfin je veux dire, ne la prend pas à bras-le-corps,
et qu'est-ce que ça produit en termes d'efficacité, de productivité, de traitement des inégalités. Je trouve que là, il y a une vraie question en termes de politique agricole sur le dispositif d'ensemble. C'est-à-dire, qu'est-ce que gagne le Brésil à avoir cette dualité institutionnalisée? Qu'est-ce que gagne la France à avoir cette dualité qui est complètement déniée, qui est complètement, au contraire, qui alimente d'autres choses? La deuxième question qui est dans le prolongement de ça, puisqu'on est un petit peu aujourd'hui dans l'évocation d'un certain nombre de travaux auparavant, et on a raison de se mettre dans le temps long, cette notion de dualité, elle me rappelle un livre des travaux de Marie-Elisabeth Chassagne, qui avait fait un livre très, très en vue à l'époque, dans les années 70, qui était intitulé « L'agriculture duale » en France. Bon, ce n'était pas l'agriculture 3 niveaux, c'était l'agriculture duale. Et moi qui ai travaillé un petit peu, pas trop spécialisé là-dessus, mais un petit peu sur au moins la dimension agriculture duale, c'est-à-dire l'agri-environnement, etc., j'ai toujours été frappé par l'usage disons, la différence des instruments de politique publique entre deux secteurs. Les secteurs les plus ancrés sur le marché sont des secteurs où les instruments de politique publique relèvent plus de la réglementation, de l'incitation, etc. C'est-à-dire qu'il y a un certain type d'instruments, ça ne veut pas dire que les uns ne vont pas aux deux endroits, mais il y a des instruments tout à fait particuliers. Les secteurs qui relèvent plus de ce qu'on a sous les yeux, qui relèvent de services environnementaux, territoriaux, c'est-à-dire l'autre type d'agriculture, alors après la séparation, la division, ça c'est autre chose, là on est dans l'apprentissage de la démocratie, on est dans la démocratie procédurale, là on négocie. C'est-à-dire d'un côté, il n'y a pas d'enjeu de négociation avec le marché, parce qu'on est sur le marché, de l'autre côté, on est dans des enjeux de négociation avec les autres acteurs par rapport au territoire. C'est-à-dire que c'est vraiment la question qu'on disait ce matin. Il y a deux façons de négocier la place de l'agriculture dans la société avec ces deux secteurs. Dans l'un, c'est l'apprentissage démocratique, et c'est pour ça que lorsque Caillot a dit que la dualité agriculture familiale avait, du point de vue de l'agriculture familiale, un effet assez intéressant de démocratie, je crois que tu as dit, ça t'est traduit comme dimension démocratisante. Des fois, moi aussi, je me dis que c'est extrêmement intéressant et ne pas se souvenir de l'usage de la démocratie dans ce contexte-là, pas simplement en soi, et que d'une certaine façon, parfois, je le dis parce que j'ai quand même un petit peu travaillé sur ces questions-là sur le terrain, c'est qu'on est amené à parfois s'interroger sur le véritable usage de cet apprentissage de la démocratie qui est proposé, ça peut paraître très réac ce que je suis en train de dire, mais le véritable usage de l'apprentissage de la démocratie qui est proposé à ce secteur-là et qui n'est pas du tout mis à l'ordre du jour de l'autre secteur. Bonjour, Guillaume Solanet, j'ai travaillé sur la question du soja en Amérique latine. Et donc ma question va être pour Monsieur França. Vous avez dit que aujourd'hui il y avait un débat sur la façon dont on pourrait faire en sorte que les agriculteurs qui veulent produire du soja sans OGM puissent le faire. Alors j'aimerais savoir quelles sont justement les stratégies qui permettraient ça, sachant qu'aujourd'hui on a un niveau de rachat d'entreprises semencières par Monsanto et un certain nombre d'autres acteurs qui fait qu'aujourd'hui c'est très difficile d'avoir un accès à des semences non OGM. Entre autres problèmes pour développer des filières qui soient non OGM. Donc j'aimerais que vous précisiez un petit peu quels sont les termes du débat aujourd'hui au Brésil. Merci. Non, rapidement, Marc Dufumier, professeur ici à AgroParisTech. Quand on parle de démocratie et de démarche démocratisante, est-ce que la dualité des deux ministères et des deux politiques, est-ce que ce n'est pas une façon quand même d'occulter le droit des paysans sans terre à acquérir de la terre? C'est-à-dire, est-ce que la démocratie ne commencerait quand même pas par démocratiser l'accès aux terres, comme éventuellement d'ailleurs aux semences? C'est-à-dire, est-ce que derrière ces deux ministères et ces deux politiques, est-ce qu'il n'y a pas quand même
comme objectif de ralentir le processus de réforme agraire qui me semble d'ailleurs en voie de ralentissement en ce moment. Merci, je suis Henri Rouillet d'Orfeuille. J'ai pas mal participé à la coopération franco-brésilienne. D'abord, il fut un temps où il y avait 3 ministères, puisqu'il y avait aussi enfin, il existe toujours, j'imagine, le ministère de la Réforme agraire qui implantait des assentamentos, et donc ça faisait une 3e catégorie. Et il y avait le ministère, le secrétaire d'État à l'époque de l'agriculture familiale, et puis le grand ministère de l'agriculture qu'on voyait surtout à l'extérieur du Brésil. Bon, ça c'est juste une remarque. Bon, moi j'ai juste, on a, à partir du moment où il y a eu ouverture au Brésil, civilisation du régime, il y a eu à un moment donné un grand effort de coopération. On a fait un séminaire avec Magda franco-brésilien important à Curitiba, c'était en 85, je crois. Et derrière ce grand séminaire, il y a eu la FINEP s'est engagée dans un grand programme agriculture familiale avec des partenaires français. Il y a eu des opérations et des échanges dans beaucoup d'États brésiliens. C'est juste une remarque. C'est-à-dire que la remarque, c'est la grande difficulté des acteurs français, notamment des syndicats, évidemment, mais pas seulement des coopératives, du crédit agricole, etc., à se situer par rapport au Brésil et à leurs partenaires brésiliens. Hein, c'est toujours typique. Les représentants majoritaires de l'agriculture, des producteurs agricoles, ils sont quand même assez proches plutôt des petits, comparatifs aux très grandes surfaces, très grandes entreprises que vous avez. Ils sont très mal à l'aise avec vos énormes coopératives, par exemple. Mais en même temps, ils aimeraient bien être, ils se disent chefs d'entreprise, en fait. C'est à ça qu'ils veulent être assimilés. Et donc, ils sont un peu à cheval entre les deux. Et il y a cette espèce de malaise. Enfin, c'est juste pour conforter par une autre manière les analyses qui sont faites. Mais dans cette coopération, il y a toujours eu ce problème qui n'est pas d'ailleurs un problème d'agressivité ou de quoi que ce soit, simplement de malaise, de ne pas être en face de ces pompes, quoi. Voilà. Donc, Caio França, commence a conclusão. Agradecer as questões e as observações. Não tenho condições de responder a todas e talvez nem de forma satisfatória, porque envolvem questões bastante complexas. Vou começar pela dualidade, né? A dualidade no marco institucional, ela decorre de uma trajetória de luta política e social. Ela não é uma opção planejada, racional de organização das políticas agrícolas. A dualidade representa um reconhecimento parcial de um conjunto de demandas e da importância que a agricultura familiar e as comunidades tradicionais devem ter. Acho que a esquizofrenia vai aparecer um pouco mais para frente, porque a trajetória de fortalecimento da agricultura familiar é muito recente, parcial e incompleta. Nós temos 4,3 milhões de agricultores familiares. Nós temos 1.500.000 contratos de crédito do Pronaf.
nós temos 2,5 milhões de agricultores familiares no Nordeste. Apenas 800 mil têm acesso a um instrumento de garantia de renda no momento da seca. Então, os conflitos maiores em relação às vias alternativas de desenvolvimento que a agricultura familiar oferece e o que é o padrão hegemônico, me parece que estão amadurecendo, estão numa fase inicial de amadurecimento. Eles, evidentemente, aparecem. A principal crítica dos movimentos, para simbolizar que essa dualidade, na verdade, é uma desigualdade, né, por exemplo, o volume de recursos ou de recursos públicos que são dirigidos a um e outro setor. É uma crítica correta, baseada num dado concreto. Agora, a importância dessa trajetória de afirmação da agricultura familiar é tão evidente no Brasil que há uma luta política e ideológica para desconstruir a noção de agricultura familiar. E, por outro lado, nós não podemos... por outro lado, é importante que também que essa categoria guarda-chuva não seja usada de uma forma a homogeneizar as situações de vida, de produção que existem. Então, essa tentativa de desqualificação da noção, ela está presente em vários momentos, e o mais recente, ela está na academia e está na política. Ela está na política na medida em que uma grande entidade nacional patronal acusa o Instituto de Produção de Estatísticas do Brasil de falsear a realidade ao apresentar dados oficiais sobre a agricultura familiar. E ela está presente na elaboração acadêmica, na sociologia brasileira, por exemplo, com críticas que desqualificam essa categoria social, especialmente pelo fato dela ter sido construída vinculada a lutas sociais. Então, eu acho que a dualidade na administração pública é apenas uma expressão, digamos assim, do atual padrão de contradições e conflitos entre as políticas. Segunda observação. Eu achei interessante o esquema que foi apresentado aqui das 3 categorias da reestruturação camponesa, porque no Brasil é muito frequente, muito disseminada, uma tipologia da agricultura familiar centrada em 3 segmentos. Um segmento consolidado, um segmento em transição e um segmento que não teria pegado o trem do progresso, como fez referência aqui o Remy. As políticas voltadas à agricultura familiar, elas têm, eu acho que, 2 grandes carros-chefe, dois grandes campos. Um primeiro é o conjunto de políticas, especialmente da área social, política econômica, de elevação do salário mínimo, de ativação do crescimento, a rede de proteção social, que organizam, criam as condições mais favoráveis para a inclusão produtiva no sentido amplo e para o acesso a direitos. E isso repercute sobre as condições de vida e de produção do campesinato no Brasil. A outra é um conjunto de instrumentos mais tradicionais de política agrícola, mas que também tem buscado se ajustar a essa diferenciação interna. Quando se constitui um programa de comercialização para os produtos das cadeias da biodiversidade, da sociobiodiversidade, está se reconhecendo que aqueles poceiros ou aqueles extrativistas têm um lugar nessa produção, nessa agricultura. Quando se reconhece
que é necessário repensar os instrumentos de crédito e de assistência técnica para abrir as possibilidades de desenvolvimento dos agricultores familiares, está se sinalizando que não há necessariamente uma única trajetória de desenvolvimento dos agricultores familiares, que seria intensificar o uso de insumos, se integrar nos padrões tradicionais das indústrias. Agora, é evidente que esse conjunto de políticas, eles ainda não têm a força de indução de uma transição, mas eles fortalecem uma autonomia econômica dessa base social que permite que ela faça escolhas, que ela apresente demandas de outra natureza ao próprio Estado. Um exemplo é no tema das sementes. A soja é amplamente majoritária, a soja transgênica no Brasil. E ela começou pelos assentamentos da reforma agrária. A soja, é muito difícil hoje você ter uma produção de soja não transgênica, por todas as questões logísticas. Porém, no milho e no feijão, que são temas muito importantes no Brasil, se organizam lutas e disputas no sentido de demarcar as áreas, delimitação das distâncias entre as áreas transgênicas e áreas de preservação ou de outros produtores, os cuidados no transporte. Vocês conhecem melhor do que nós a rapidez de disseminação dos transgênicos e as dificuldades para se bloquear essa expansão. Então, o esforço é não só no sentido de você viabilizar programas, mesmo que marginais, minoritários, de produção e reprodução de sementes crioulas ou convencionais, mas significa ampliar a disputa política sobre o próprio marco da regulação. Então, quando eu dizia que disputas mais estratégicas vão se revelar, de forma mais intensa, acho que mais para frente, mas em alguns temas elas já afloram. O tema da sustentabilidade ou da relação entre o poder sobre a propriedade versus a regulação estatal ou social para levar em consideração as questões ambientais, como a Nazaré fez referência de manhã, é uma frente de disputa política com uma importância muito grande. Ela contribui para que a discussão sobre a sustentabilidade não seja um senso comum, né? A discussão sobre tecnologia, esses setores da agricultura familiar incidem pouco sobre os centros de produção de tecnologia. É evidente que, na medida que se amplia uma disputa sobre a orientação da Embrapa, que é a empresa brasileira de agropecuária, os conflitos ganham um outro contorno, né? Além das disputas tradicionais pela alocação dos recursos, né? Então, mais importante, eu digo que é uma conquista democrática, porque mais importante do que reconhecer a heterogeneidade da agricultura familiar, a legitimidade da agricultura familiar e das comunidades tradicionais de demandarem políticas, explicitarem seus interesses, é o fato concreto de que as políticas diferenciadas fortalecem econômica e socialmente esses setores, contribuem para que ele tenha mais autonomia econômica e política. Isso significa incidir sobre as próprias condições de construção da identidade da agricultura familiar e sobre as próprias condições da disputa política sobre o padrão de desenvolvimento. Então, é evidente que existe um padrão hegemônico. E existe uma força que tem o potencial transformador, né, em formação, uma força política e social em formação. Em algumas regiões do Brasil, em territórios onde se expressam esse âmbito de disputas, você tem situações em que existe, mesmo sem a reforma agrária, em algumas regiões do Paraná, você tem um grau de concentração de assentamentos de agricultura familiar e de cooperativa desses setores que
a principal força econômica na área rural dessas regiões são esses setores. Então, a importância do fortalecimento econômico desse setor é porque ele pode ganhar uma estatura, se verticalizar, não reproduzindo necessariamente os padrões de subordinação e de utilização intensiva dos recursos naturais, mas ele tem condições de começar a disputar economicamente com o agronegócio. Isso ainda não é isso não está presente. No Brasil, a fala do governo brasileiro é de que há uma convivência dos dois setores que é boa para o país. E a convivência é no sentido de que eles exercem funções complementares, né? O agronegócio produzindo receitas com as exportações e a agricultura familiar dinamizando economias locais, ampliando os potenciais produtivos desses setores. Agora, é evidente que na medida em que essa agricultura familiar ela ganhe mais estatura, mais força econômica, outros conflitos vão se estabelecer. Então, eu trato como uma trajetória em aberto, mas em que as condições de disputa da agricultura familiar, das comunidades tradicionais, elas não são suficientes, mas elas são muito melhores e o seu sentido tem sido de afirmação política e de ampliação de legitimidade social. Hoje de manhã, acho que o Remy fez referência que é moderno porque produz e é simpático à população, é agricultor camponês, porque é uma faceta simpática para a população. A agricultura familiar é uma coisa muito bem vista na sociedade brasileira. Então, há um esforço de diluir o conceito, de direcionar as políticas para esse setor para uma integração não questionadora ao padrão dominante. Evidente, mas esse é o ambiente da disputa política no Brasil. A última observação que eu queria fazer é em relação cadê a pergunta do Remy aqui? Em relação um pouco a elementos para uma agenda comum. Assim, eu não conheço a experiência francesa, mas vários elementos foram colocados aqui que me chamam a atenção. Alguns deles eu já sei que faz parte da tradição da cooperação. O tema da sucessão na agricultura familiar é um tema real em algumas regiões do Brasil. Acho que o movimento social brasileiro e francês e a academia já conversam, podem conversar mais sobre esse tema. A experiência brasileira de ordenamento territorial é muito recente. Essa percepção de um rural ampliado, que incorpora outras funções, a agricultura familiar, ela é recente e ela ainda não está, a abordagem territorial ainda não está incorporada nesses instrumentos da política agrícola. Né? Então, sem cair no localismo, é importante que a abordagem territorial, com uma perspectiva de disputa nacional, se expanda. E me parece que a experiência francesa também tem elementos sobre isso. A outra é o tema dos desenvolvimentos dos estabelecimentos agropecuários. Né? Todo o acúmulo que aqui existe sobre os sistemas agrários, se nós queremos que a agricultura familiar brasileira se desenvolva todo o seu potencial, sem reproduzir o padrão dominante, quais são as possibilidades que se abrem para isso? Como é que as políticas agrícolas deixem de ser políticas por produtos para olhar o estabelecimento no seu conjunto, incorporando serviços ambientais e outras funções territoriais? A experiência da integração regional, do impacto do mercado internacional sobre a renda dos agricultores. Esse é um tema recente. O Mercosul ainda não impõe esse tipo de problema, mas como um Estado nacional responde à garantia de renda dos agricultores num ambiente de globalização? Os 3 últimos pontos. A experiência de articulação de produção e consumo. O Brasil tem experiências locais, cresceu muito o mercado institucional dos agricultores familiares, mas ainda não existem redes consolidadas de articulação, produção e consumo. O outro é como é que se combina diversificação, especialização na geração de renda e com a produção mais sustentável. Então, acho que
Só finalizando. Eu acho que o que a experiência brasileira traz é uma trajetória em que de fortalecimento de um setor social que ainda não está enquadrado nas suas potencialidades. Então, acho que essa é a principal marca da experiência brasileira, né? Bom, obrigado, Kai. Je vais demander 2-3 mots à Gilles Bazin pour la conclusion. Et nous sommes déjà très en retard. Oui, non, mais moi je voudrais simplement ajouter sur l'exposé que j'ai fait que ce modèle théorique des 3 agricultures que je vous ai présenté comme fondateur, un peu orientateur des politiques agricoles des années 60-90, eh bien ces politiques ne sont plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de régulation des marchés, bientôt il n'y aura plus de quotas, il n'y a plus que des aides directes. Et elles représentent 40 milliards d'euros sur les 54 milliards d'euros de la PAC. Et ces aides, et là je rejoins Jean-Paul quand il dit que la politique agricole française est devenue cynique, ces aides, elles sont réparties en fonction de la surface. Ça veut dire qu'elles n'atténuent plus les inégalités de développement, mais qu'au contraire, elles les renforcent. Et ça montre bien aussi la faiblesse des marges de manœuvre que les États ont aujourd'hui par rapport à la PAC. Les financements nationaux sont de plus en plus faibles. En France, on a 2 milliards d'euros sur 11-12 milliards. 2 milliards d'euros français, 10 milliards d'euros communautaires. Et pour réduire les inégalités, la seule chose à laquelle on réfléchisse aujourd'hui au ministère de l'Agriculture, c'est de renforcer les aides sur les 50 premiers hectares. C'est-à-dire quand vous en avez 100, qu'est-ce que ça change ? Merci beaucoup. Merci beaucoup.